Bonjour, je suis, excuse-moi. Je suis Alexis Valéjas, le cofondateur d'Emco. Lionel Dubois, responsable entertainment de la Fédération française de tennis. On va vous parler du tournoi du BNP Paribas Masters. Et pour entrer dans le vif du sujet, on vous propose une petite vidéo qui, j'espère, va fonctionner. Alors, est-ce qu'on arrive à se mettre en plein écran ? Pif, pouf. Là, on est en full. Alors, ce film, c'est le film du teaser du tournoi 2013. Et ce que je vous propose, si je retrouve la petite icône PowerPoint, ce que je vous propose, c'est de vous raconter la genèse en fait de la collaboration. Là, c'est une collaboration en 2013 entre le DJ et beatmaker Vincile, donc on a parlé de C2C tout à l'heure, voilà. Donc un des membres de C2C et d'Hocus Pocus, qui a collaboré avec le street artist Romy et le studio de design pluridisciplinaire Trafic, qui travaille l'architecture, la lumière, le design graphique et autres. Et voilà. Et donc là, en quelques minutes, en 10 minutes, on vous propose de vous raconter un petit peu, on va revenir un peu loin en arrière en 2008, je crois, mais raconter comment on est arrivé là en 2013, et puis avec un petit focus sur ce qu'on a fait en 2012, et un peu plus de détails sur cette collaboration, et voir comment elle s'est perdurée, comment elle a pris forme dans le temps, à la fois en live, à la fois en digital. Voilà. Alors, en 2008, le BNP Paribas Masters, ce fameux tournoi qui se déroule à Bercy, c'est juste un tournoi de tennis, rien d'autre. C'est un événement purement sport. Pas n'importe lequel, il fait partie des 9 Master Series, 9 Masters 1000 de la planète. Donc c'est les 9 plus gros tournois hors 4 grands chelems. Alors c'est très prestigieux. Le petit souci, c'est qu'à ce moment-là, 2007-2008, en termes de spectateurs, ça dégringole. On n'a plus grand monde. Les top joueurs ne viennent pas sur notre événement. Donc on annonce qu'on a les 50 meilleurs joueurs de la planète. Sur le top 20, on n'en a que 13. Donc c'est un petit problème. Et sur les 7 qui manquent, ce sont les 7 premiers. À partir de là, on se dit, bon, il faut qu'on parle à un nouveau public, à une cible plus jeune. Et cette cible plus jeune, on va lui proposer une expérience plus globale, pas que tennis. Et tant qu'à faire, si cette expérience globale elle peut faire oublier que les joueurs ne viennent pas, parce que sur blessure, parce que fin de saison, parce que calendrier, si cette expérience est là pour faire oublier que le jeu, le niveau de jeu attendu n'est pas là, c'est pas mal. Donc on s'est dit, on va essayer de proposer du spectacle. Alors le spectacle, on a essayé de le faire de différentes manières. Au lieu de raconter une belle histoire, de faire une promesse, on s'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet, on va délivrer. Donc dès les premières éditions, on a proposé des concerts d'ouverture du tournoi, on a proposé des spectacles de clôture du tournoi, on avait des mini-shows chaque jour de cirque, de théâtre, de danse qui intervenaient. Et puis on a mis en place aussi nos shows d'entrée des joueurs, qui ont fait notre réputation au moins au sein du tennis sur les tournois de la planète. Alors tout ça, c'était riche, c'était varié, mais c'était sans continuité. C'est-à-dire que on associait au BNP Paribas Masters le terme de show.
S-H-O-W. Hein. Mais en revanche, on avait du mal à mettre en avant notre identité. Un événement urbain, décalé, parisien et fédérateur. Donc on s'est dit comment connecter le tennis, notre tournoi de tennis, à ces cultures urbaines. On en est arrivé à un mot un peu bizarre, Bercy Underground, qui est un peu l'association de notre tournoi indoor avec la culture underground. La seule chose, c'est que pour parler à ces cultures-là, quand on débarque comme nous, en short, en polo, en tennis et avec une raquette, il y a une grosse marque sur le t-shirt, on n'est pas forcément les bienvenus, ou on nous regarde un peu de travers. Alors on a des arguments. On en a deux. Déjà, on a un respect de la performance des athlètes, mais aussi la performance des artistes. Et on n'a jamais voulu donner au sentiment aux artistes qu'on venait les voir pour passer une commande, pour acheter quelque chose. Comme disait Thibaut tout à l'heure, il faut que chacun y trouve son intérêt. Ensuite, on a un autre argument qui est Bercy, qui est la plus grande salle de France, 14 000 places. Je me rappelle d'un échange de mails avec Wax Taylor, qui était titré Wax Taylor Bercy. L'artiste a répondu « Waouh, ça pète quand même ». Forcément, ça leur donnait envie de venir. Après, quand on allait les voir, ils nous disaient « Mais attendez, qui vous êtes, le Ben Master? Vous êtes une banque, c'est un tournoi, qu'est-ce que vous voulez faire dans la musique? Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre secteur ?» Donc bon, on leur expliquait un petit peu. Et puis aussi, on avait un souci qui était finalement la méconnaissance du monde artistique. On ne connaissait pas les styles, on ne savait pas quels étaient leurs projets, on ne connaissait pas leur programmation, et puis surtout, on ne savait pas à qui parler. Est-ce que pour parler à un artiste, il fallait parler à un agent, à un manager, à un tourneur, à un producteur, au dernier mec qui les avait croisés dans la rue? On ne savait vraiment pas comment s'y prendre. Et c'est là qu'on s'est rapproché, associé avec MCO, qui nous a apporté un peu cette façon, dès 2012, d'aller approcher ce monde-là, de nous le faire découvrir, et puis surtout de nous proposer une stratégie plus globale dans notre démarche entertainment, en allant sur différentes plateformes. Alors, moi, je parle d'une salle de sport, donc il y a le cours au sein de Bercy, le cours central, il y a la galerie déambulatoire de Bercy, il y a le digital, bien entendu, et puis les espaces de RP. En parlant aussi, en nous aidant à parler à différents publics. On a les spectateurs, les joueurs, les VIP, mais nous apprendre aussi à aller parler aux artistes et puis à la presse qui gravite autour de ces artistes, presse lifestyle, arty, culture. Et puis bien sûr, et surtout, à nous donner une cohérence artistique dans ce qu'on faisait pour pouvoir proposer des sélections d'artistes qui soient cohérentes et compatibles, ce qu'on avait du mal un petit peu à faire. Alors, pour terminer là-dessus, pourquoi MCO? La question, elle est simple. Hein. Ce sont des producteurs de contenu, art, culture, entertainment. Et puis surtout, ils ont une vision très juste de notre problématique. Nous, on est une fédération. On fait tout étape par étape. Et ils bossent avec nous étape par étape. On inscrit les choses dans le temps. Et nous, en tant que fédération, en tant que sportif, je dirais, pour conclure, un champion, ça ne se fait pas en un jour. Et ça, ils l'ont compris. Juste deux mots pour compléter ce que vient de dire Lionel sur MCO. Je ne vais pas vous bassiner avec une presse d'agence. Nous, on est une jeune société qui a 3-4 ans maintenant et qui regroupe des individus issus de champs divers des industries créatives. Donc, on vient du monde de la culture, de l'entertainment, de la communication et des médias. Et aujourd'hui, on conçoit des contenus pluridisciplinaires, soit live ou digital, pour des institutions culturelles, mais aussi pour des marques ou des marques événements, comme c'est le cas avec le tournoi. Nous, quand on a rencontré Lionel, tout de suite, ce qui nous a marqué, c'est sa forte ambition éditoriale. Et puis, quelque part, il y a une approche, mais je pense qu'on en parle déjà pas mal depuis 2 jours ici, c'est une approche d'intégrité, je dirais même plus d'humilité globale, qui a résonné fortement chez nous. Et donc spontanément, le premier travail qu'on a fait ensemble, c'est de se dire, c'est pas de se dire quelle est la programmation 2012, parce que nous on est rentré à bord de cette initiative-là en 2012, c'est de se dire
déjà, quelle est la ligne éditoriale, quelle est la direction artistique du tournoi pour les prochaines années, en essayant de voir loin. Et donc se poser la question de la ligne éditoriale, ça revient à se poser deux questions. La première, si on dit que le tournoi est au croisement, le concept de l'underground, c'est le croisement du tennis et des cultures urbaines, première question qu'il faut se poser, c'est de se dire à quelles cultures urbaines, quelles disciplines artistiques on ouvre. Est-ce qu'on ouvre uniquement au street art et au hip-hop, comme on pourrait s'attendre quand on voit par exemple le territoire, le visuel qu'on a vu tout à l'heure, il y a marqué Bercy Underground, ou est-ce qu'on ouvre par exemple plus large à la photo, à la danse, au design, à l'architecture, à la lumière, etc. Ça c'était la première question. La deuxième question c'est quel type de programmation, quel type de contenu, quel type d'expérience, c'est-à-dire jusqu'où on ouvre. Est-ce qu'on ouvre uniquement pour un concert de fin de tournoi, un concert de début de tournoi, pour faire une galerie, voilà, quelles sont les facettes. Donc voilà, on va dire les deux questions auxquelles il fallait répondre pour se poser la question de la direction artistique globale du tournoi. La réponse, elle tient en trois mots. Premier mot, c'est l'ouverture. Moi, je viens d'en parler, mais pour nous, on a décidé d'ouvrir grand et pas d'être dogmatique sur les disciplines qu'on allait accueillir. C'est-à-dire, c'est ce qu'on voit un petit peu sur ce visuel-là, de se dire que chaque année, on va créer des collectifs éphémères pluridisciplinaires qui ramènent des gens de la musique, pourquoi pas du street art, mais pourquoi pas du design graphique et pourquoi pas de la danse, etc., etc. Donc pas de dogme sur et ouverture large aux disciplines. La deuxième chose, c'est d'ouvrir grand aussi sur les champs d'expérimentation pour les artistes, c'est-à-dire que d'année en année, on va ouvrir de plus en plus le tournoi aux artistes. Et on le voit, c'est-à-dire que vous allez voir qu'on va parler un peu de digital, mais pas énormément sur les minutes qui restent, parce qu'on commence à poser des curseurs, et ça y est d'ailleurs, sur les perspectives à venir, on en parlera à la fin, c'est un des champs à explorer davantage, mais ouvrir d'année en année davantage de tournois, c'est ça, c'est d'ouvrir à l'ensemble des facettes, l'ensemble des temps forts, à l'ensemble des possibilités, des plateformes possibles pour les artistes. Donc ça, c'est la notion d'ouverture. La deuxième notion, c'est la notion de création. Création originale, c'est-à-dire que, vous l'avez compris, le tournoi se positionne comme un agent culturel et comme un producteur d'entertainment à part entière, et non comme un galeriste ou une salle de spectacle. Donc ça veut dire que les contenus qui viennent, c'est des contenus de création originale. Et donc si les artistes viennent, ils viennent pour créer des choses inédites. Et enfin, troisième mot-clé de notre réponse, c'est la collaboration. C'est-à-dire qu'on a positionner le tournoi comme une plateforme de collaboration pluridisciplinaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots à la suite? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on ne prend pas X artistes et on leur dit toi tu prends je sais pas, le concert, puis tu fais le concert, puis toi tu fais la galerie, puis toi tu fais ça. Non, on se dit que chaque année, on crée une sorte de collectif éphémère, et ensemble, ils vont travailler sur l'ensemble des points de contact possibles, l'ensemble des facettes du tournoi, l'ensemble des temps forts du tournoi, l'ensemble des plateformes de communication ou digitales du tournoi, et ils vont faire des choses ensemble. Et ça, au bout de 2 ans, parce que ça c'est quelque chose qu'on a initié dès le début en 2012, on peut dire que c'est aujourd'hui une notion bien identitaire, et tout à l'heure Lionel disait il y a un intérêt de la part des artistes de venir, parce que c'est vrai que le terrain de jeu, quand on parle de Bercy, 14 000 places, etc., et le côté prestigieux du tournoi, il y a un intérêt de fait fort de la part des artistes, mais là aujourd'hui clairement ils toquent à la porte directement, parce que aussi il y a cette notion de rendre possible une collaboration entre disciplines, et ça aujourd'hui c'est un vrai point assez fort du tournoi. Donc concrètement, on va peut-être rentrer dans ce qui s'est fait une fois qu'on a posé la direction artistique, mais ça on va aller un peu plus vite, et on va rentrer dans la première année qui était 2012, avec une première collaboration. Oui, cette première collaboration, c'était avec Alex One et Oxpo Puccino. Très synthétiquement, c'était la première fois qu'on avait enfin un fil rouge entertainment, avec une association de 2 artistes qui allaient travailler sur le tournoi, qui se connaissaient et qui s'appréciaient, qui se connaissent toujours et qui s'apprécient toujours. Alors, on va regarder un petit film encore. C'est le teaser du tournoi 2012.
agrippés aux ailes de bateaux-mouches dans les parcs. On pique-nique en chantant. Pam pam, panam, panam, pam panam, pam, pam pam, panam, pam 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 pam panam, pam pam panam, pam pam pam. Voilà. Ce petit film, c'était la première fois qu'on prenait la parole en amont du tournoi en tant que BNP Paribas Masters, mais on ne voulait pas le faire n'importe comment. On a laissé les artistes le faire. On est resté derrière eux. On leur a proposé ce cadre intimiste devant un parterre d'amis des artistes, de familles, et puis aussi un parterre de journalistes de presse de leur univers. Pas du tout sport. On n'était pas là pour marteler la marque. On était là, au contraire, pour venir rencontrer nouveaux publics. Et puis cette image, donc on avait le teaser en amont du tournoi. Ça, c'est donc pendant le tournoi, c'est la célébration de leur collaboration aux deux, donc avec une présence notamment d'Alex Swan sur toutes les illustrations du mapping. Il faut savoir qu'on a été, en tout cas, le premier événement en France à utiliser le mapping sur un événement sportif. Et je crois aussi en Europe, je n'ai pas cherché plus loin. Mais on a toujours souhaité innover. Et Alex Swan a illustré ce show d'entrée des joueurs qui fait notre réputation. On a collaboré aussi avec Alex Swan sur le show de clôture, le concert de clôture. On a fait aussi une exposition des œuvres d'Alex dans les espaces VIP. Et puis Oxmo Puccino a commencé à inspirer notre playlist qui était diffusée en ambiance sur l'ensemble du tournoi. Et puis bien sûr, on a communiqué sur nos supports print et digitaux avec eux en dressant tout simplement des portraits de ces deux artistes et de leur association et de leur volonté de collaborer sur ce tournoi. Alors ça, c'était 2012. 2013, on est sur la création d'un collectif, j'en ai parlé tout à l'heure, entre Vincile, Trafic et Romy. Musique, il nous reste combien de temps? 1 minute 12. Alors, on va faire 1 minute 9, 8, 7... Parfois on triche un peu plus si vous voulez, ça sera au détriment des questions. Il y a un bouton pause, je peux appuyer. Restez relax. Donc je présente pas le collectif, je vais présenter ce qu'ils ont fait en amont. Ce qu'ils ont fait en amont, vous l'avez vu. En fait, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est pareil que pour Alex Swan et Oxmo. C'était un showcase, mais ce showcase-là, vous avez vu une petite structure, une sorte d'architecture lumière assez particulière. Et là, on est vraiment dans une collaboration à trois, puisqu'il y a un travail d'architecture, il y a un travail de lumière, il y a un travail d'interactivité entre la lumière et le son, c'est-à-dire que ce avec quoi mixait et jouait Vincile interagissait, il prenait la commande et le son prenait la commande de cette architecture-là. Donc là, il y a déjà quand même plusieurs mois de collaboration entre les trois pour à la fois imaginer cette installation que vous voyez là, pour imaginer le showcase, c'est-à-dire comment on vient compléter cette installation-là par du graphisme live, notamment avec du tape light, et puis ce showcase, c'était l'occasion de présenter en exclusivité plus de 20 minutes de contenu original musical créé par Vincile. Suite à ce showcase-là, on a commencé à déployer pas mal de contenus inédits originaux sur le digital, chose qu'on avait un peu moins fait en 2012, on l'avait un petit peu fait, mais là, d'année en année, comme le disait Lionel tout à l'heure, on apprend, 2, on essaye, voilà,
le temps long nous permet de faire des choses et de voir loin nous permet de faire des choses. Et voilà. Et d'ailleurs, l'ensemble de ces contenus-là ont commencé à trouver un bon écho auprès des publics, à se partager davantage de plus en plus, à la fois sur les médias sociaux, sur les plateformes audiovisuelles de la Fédé. Et voilà. On continue. Tout ça, ça donne lieu à quoi? Ça donne lieu à la création de 8 shows pendant le tournoi inédit qu'on a retrouvé pendant tous les jours du tournoi, tous les jours de la semaine. La création d'une direction artistique musicale globale, à la fois avec les 20 minutes de Vincile, mais également avec une playlist globale faite par Vincile. La création de performances de Trafic et de Romy dans l'ensemble du village, à la fois VIP et grand public. Et in fine, un concert de fin de Vincile avec une création image inédite également. Donc encore une fois, là, cette année, pareil, on a encore monté un petit peu d'un cran sur le type de contenu et d'expérience produite. Le temps écoulé, c'est marqué OK. Et on arrive donc à une très belle mosaïque qui raconte tout ce qu'on vient de vous dire. Donc on la refait. Non, c'est juste pour parler de bilan et de perspective, on peut peut-être faire un peu plus court que ce qu'on avait imaginé, mais ouais, brièvement, il vous reste 5 minutes quand même. Ouais, on a gardé 10 minutes pour la question, mais le bilan est intéressant. Allez-y et montrez. Un petit bilan qui nous sert de ressort pour nos perspectives. Quelques chiffres déjà. Entre 2007, où on avait 50 000 spectateurs payants au BNP Paribas Masters, et 2013, où on est arrivé à 134 000. Forcément, il s'est passé quelque chose. Il n'y a pas que le travail entertainment, il y a aussi un travail billetterie. Mais aujourd'hui, on propose un vrai contenu aux Parisiens et aux régions parisiennes, parce que ils composent essentiellement nos spectateurs. On a aussi la reconnaissance des autres tournois, qui trouvent qu'aujourd'hui, on est plutôt pas mal dans ce qui se fait en termes d'entertainment, mais en termes de qualité, mais aussi en termes de cohérence globale. C'est pas juste du spectacle ajouté au sport. Ils ont vu et ils essaient de comprendre comment on est arrivé à avoir cette osmose entre l'entertainment et le sport, sachant que nous, on est avant tout des organisateurs de tournois, donc le sport passe avant tout. Donc c'est pas simple de trouver la brèche entre ces matchs. On a aussi 2 retours qui sont essentiels pour nous, que sont ceux des joueurs. Aujourd'hui, ils parcourent la planète. C'est toujours les mêmes voitures, les mêmes entraînements, les mêmes hôtels. Quand ils viennent à Paris, il se passe quelque chose et ils sont super contents de rentrer sur le court. Même pendant leurs entraînements, quand on leur demande 5 minutes pour faire des répétitions, ils nous demandent s'ils peuvent rester sur le court. Donc cette première population des joueurs, ils ont envie de venir, ils ont envie de revenir, et ils le communiquent. Et ça, c'est important. Le deuxième retour qu'on a qui est essentiel pour nous, c'est celui des artistes. Cette année, décidément, C2C est au cœur de tous les sujets. Vincile faisait son show pour la finale avec Trafic et Romy, tous les artistes. C'est tout le collectif de C2C qui nous a demandé des billets pour venir voir le show de Vincile et la finale. Donc là, on se dit qu'on n'a pas gagné notre pari, mais en tout cas, on a déjà marqué des points. Et puis après, dans les retours qui sont des bonnes perspectives, c'est un peu le comportement de l'univers, où on se rend compte que moi, il y a 6 ans, je suis allé frapper à la porte d'une maison de disques pour pouvoir avoir le contact pour un groupe et le programmer au BNP Paribas Masters. On n'a pas répondu à mon mail. Il y a 2 mois de ça, cette même maison de disques, qui ne vend plus de disques, mais elle est venue pour prendre rendez-vous et pour imaginer des collaborations éventuelles avec notre tournoi. Donc ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça aussi intéressant que des marques de casque audio, des marques de plateformes musicales, que des radios viennent nous voir. Ils viennent voir le BNP Paribas Masters. Ils sentent qu'il se passe quelque chose, ils ont envie de s'y associer. Et même nos partenaires historiques, et il y en a certains qui sont très très historiques, viennent nous voir en nous disant écoute, c'est vrai que pendant des années j'ai voulu passer un clip commercial sur tes écrans, mais maintenant comment on peut s'associer à ta logique entertainment? Et ça aussi, je trouve que c'est un retour hyper intéressant, et c'est le travail qu'on a réussi à accomplir avec EMCO, qui est de donner cette identité artistique propre au tournoi, cohérente, et qui donne envie de venir.
Je vais dire un poncif, contenu d'abord, tactique après. Grosso modo, ce que tu viens de raconter là, c'est que tout le rapport s'est rééquilibré avec l'ensemble des publics, joueurs, grand public, médias. On voit aujourd'hui l'engouement des médias, les différentes parties prenantes des industries créatives qui viennent taper à la porte. Et voilà. Et c'est vrai que quelque part, mais c'est un des challenges à venir, on a peut-être été un peu lent sur le digital, alors que je sais bien qu'on est sur une après-midi transmédia. On a parlé quelque part pour moi de transmédia parce qu'il y a plein de types d'expériences possibles. Il y a un peu de digital, mais pas énormément. Il y en a un petit peu. Mais aujourd'hui, quand des plateformes musicales 100% digitales viennent voir, voilà, ça ouvre des portes que potentiellement on n'aurait pas pu ouvrir à 2 ans. Et j'ai le sentiment humblement que c'est voilà, c'est cette intégrité, j'en viens à ça, intégrité éditoriale qui aujourd'hui permet de faire ça. Voilà. Merci en tout cas de votre attention. Merci. Mais c'est pas fini. Voilà, on va laisser maintenant un petit peu de temps pour les questions. Je pose juste la première. En termes de médiatisation de l'événement sportif en lui-même, les matchs sont retransmis aujourd'hui et quid de la retransmission des performances artistiques, en fait, je me pose la question. Alors aujourd'hui, oui, les matchs sont retransmis. Ils sont retransmis sur les chaînes du groupe Canal+, essentiellement sur Canal+ Sport. On a mis en place 2 sessions, une session matinée, une session soirée. Donc forcément, la session soirée permet des lives en direct de Canal+, un plateau dans la salle. On était jusqu'à l'année dernière encore aussi sur W9 en clair pour certains matchs, notamment la demi-finale. Donc en termes de médiatisation, ça se passe bien. Ça se passe même très très bien pour cette catégorie de tournoi. On n'est pas sur un grand chelem, encore une fois. C'est juste la catégorie en dessous, une belle catégorie, mais ça se passe bien. Derrière ça, les perspectives médiatiques aujourd'hui sont toujours bonnes. Ils ont toujours envie de nous suivre. Alors, on ne peut pas dire que les tournois Masters 1000 aient une santé financière extraordinaire. Moi, je suis Fédération française de tennis, forcément, le tournoi de Roland-Garros se porte bien mieux que le Ben Masters, mais il est positif. Donc, ça se passe bien de ce point de vue-là. D'accord. Je vais passer la parole à la salle. Vous avez des questions ? On a été chiant ou très bon. En général, il faut toujours 10 secondes T'as été avant chiant, que ça se déclenche. Ou très clair, je ne sais pas. Non, et sur les perspectives d'évolution, en fait, est-ce qu'il y a des axes que vous voulez prendre dans les années à venir, des choses dont on n'a pas parlé là, qui seraient intéressantes ? Ouais, merci de me donner cette chance de le dire, comme ça on va pouvoir conclure tranquillement. Oui, là, sur 2014, on est sur le dernier opus de notre campagne Inner Grand. Et en 2015, en toute humilité, on se dit, en tant que tournoi de tennis, on est des dénicheurs de talent. On est des révélateurs de talent tennistique. Aujourd'hui, avec la crédibilité qu'on a dans le monde artistique, je n'irais pas dire jusqu'à légitimité, on se dit pourquoi pas passer à l'étape suivante, être des dénicheurs de talent. Donc on ne va pas les concurrencer The Voice ou la Nouvelle Star, on ne sait pas faire. On serait juste une plateforme qui proposerait à un moment de passer de l'ombre à la lumière des jeunes talents artistiques et pas tennistiques. Et on a envie de travailler dans ce sens-là, et on a envie que là-dessus, des gens comme MCO nous aident à avancer, encore une fois, tout doucement là-dessus, parce que c'est pas simple. On n'arrive pas en terrain conquis une nouvelle fois, c'est un autre challenge, mais on a bien envie de le réaliser. D'accord, effectivement, beau projet. Bon, entre-temps, il y a peut-être des idées de questions qui sont venues. Non ? Toujours pas ? Bon, bah écoutez, on va vous remercier. Ah, merci. Ah, voilà. Bravo. Vous avez payé. La question de dernière minute. Non, juste, j'étais en train de me faire une réflexion sur quand même l'effet spectaculaire de tous les shows qu'on imagine, l'association Arti, culture urbaine, etc. J'étais en train de me dire que j'imaginais pas que la Fédération française de tennis avait un tel budget. Mais on n'a pas un tel suspension. Budget. Point. On n'a pas un tel budget. Non, très sincèrement, depuis 2008, qu'on m'a demandé de m'occuper de ce qu'on appelait au départ vulgairement les animations, le budget en part de notre budget global, il a été flat. Voilà. Simplement, on
Au départ, on s'est un peu perdu. Hein. Moi, j'allais voir des artistes tout seul. On m'annonçait des cachets. Je me suis fait avoir 2 ou 3 fois, j'avoue. Non, on a juste après redirigé aussi nos campagnes de com. Les premières années, nos campagnes de com étaient très tournées vers la vente de billetterie. Là maintenant, on a un public un petit peu plus fidèle. Donc moi, d'un point de vue entertainment, ça m'a permis de récupérer des budgets, mais sont pas des budgets en augmentation de ce point de vue-là. Et encore une fois, c'est une question de cohérence. On aborde chaque année, chaque spectacle en se renouvelant. On n'a jamais pris des artistes, des grosses affiches, je dirais des gens qui quasiment nous rempliraient la salle de Bercy à eux seuls. Les artistes qu'on fait venir à eux seuls, ils remplissent maximum un zénith. Donc on a cette opportunité de les faire venir. Mais on les a toujours pris au moment où, juste avant qu'ils soient en éclosion totale ou juste avant qu'ils aient une grosse actu. Parce que clairement, on va se le dire, hein, c'est le budget artiste qui pèse dans la balance. Et le budget event et performance scénique. Tout à fait, mais alors après, il y a pas mal de choses qu'on a établies nous-mêmes, on a réfléchi dans notre coin, et c'est vrai qu'il nous manquait la stratégie globale, la cohésion artistique que nous a amené MCO, mais sur le déroulé du show, le concept... Bon, on a été un peu en agence en interne, voilà. On a fait appel à une époque avec 1024, qui étaient des précurseurs, tout ce qui est mapping, des DJ qui ont réfléchi avec nous, mais qui n'étaient pas des affiches, des pointures. Donc on a une approche très, avec tout le sens noble que ça, très artisanale de notre métier. Moi, pour compléter, même si c'est pas moi qui ai les cordons de la bourse, il y a 2 choses. Il y a pas oublier que la Fédé est producteur d'un événement en tant que tel, donc ce sont déjà des personnes d'événementiel avec aussi énormément de techniques et de savoir-faire et de plein de choses. Et donc il y a une bonne partie de toutes ces ressources-là, qu'elles soient humaines ou matérielles, qui sont utilisées pour ce qu'on voit et ce qu'on produit. Et la deuxième chose, c'est on va dire les cachets artistiques. Et il y a 2 manières de baisser les cachets artistiques. Il y a de limiter on parlait tout à l'heure d'intermédiaires, de limiter les intermédiaires, c'est ce qu'on fait, et 2, d'intéresser les artistes. Et aujourd'hui, et je dis pas ça pour servir la soupe, c'est une réalité. Aujourd'hui, les gens que vous voyez là baissent considérablement leurs revenus parce qu'il y a une aventure qui les intéresse. Voilà. Donc, je le pense tout à l'heure quand je disais contenu avant tactique. Le contenu, la direction artistique globale du tournoi les intéresse vraiment, et donc c'est une aventure. Et je parlais aussi tout à l'heure de collaboration. Le fait de pouvoir collaborer avec d'autres personnes, finalement, c'est peut-être pas, c'est quelque chose qu'ils sont pas habitués à faire dans leur quotidien. Alors, pour certains, c'est le cas. Je ne vais pas dire qu'on est les premiers à faire ça, mais donc voilà. Donc il y a plein d'intérêts qui font que, in fine, c'est pas si important que ça. Voilà. Merci et bravo. Voilà, merci beaucoup. Il y a une deuxième question. Alors, on est obligé. Franchement, on est obligé. Très courte. Alors, genre réponse par oui ou par non. Combien de temps pour tout ça, pour tout ce que vous avez fait pour BNP, de la phase de contact jusqu'à la réalisation du tout? Année 1, 5 mois. 5 mois, le temps de poser déjà la direction éditoriale globale du tournoi, et voilà, ça a pris un peu de temps. Et puis après, on va dire... commencer à mettre des noms d'artistes sur un papier, voir comment ça résonne, les contacter, voir les intérêts, etc. Voilà. Bon, bref, oui, 5 mois. Mais l'avantage qu'on a là aujourd'hui, c'est de travailler main dans la main, et comment aujourd'hui on parle bien évidemment déjà du prochain qui est octobre 2014, mais on commence déjà à parler de 2015. Donc on voit long, et ça c'est un vrai bonheur, c'est-à-dire qu'on regarde assez loin, quoi. Et donc voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer à la suivante.